Monsieur le Président du Parti démocrate européen, Monsieur le Président de l'Assemblée de Martinique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, permettez-moi tout d'abord de réserver un mot à tous ceux qui viennent d'Europe ou de la Caraïbe. Soyez les bienvenus en Martinique. Permettez-moi aussi de féliciter tous ceux qui ont œuvré à la conception et à la réalisation de cette rencontre, et notamment mon ami Max Orville, que je vous demande d'applaudir. La relation de la Caraïbe avec l'Europe est marquée par l'histoire du colbertisme, l'histoire de l'exclusif colonial, qui s'est traduite par une domination de l'Europe pendant des siècles sur cette région. Une domination coloniale au sens étymologique du terme, dans la mesure où une métropole située dans un centre impose des relations commerciales exclusives avec à plusieurs colonies situées en périphérie. Cette relation a façonné au cours des siècles des économies tournées exclusivement vers cette métropole, des économies aux caractéristiques similaires, des systèmes économiques centrés hier sur l'exportation de production agricole ou agroalimentaire brute et aujourd'hui sur le tourisme. Tous ces territoires caribéens ont toujours entretenu des relations bilatérales, historiques, culturelles, institutionnelles, commerciales, parfois complexes, mais toujours très étroites avec des États de l'Union européenne. Hier, la communauté européenne, aujourd'hui l'Union européenne, ont hérité de cette histoire. Et si dans une large mesure, les systèmes productifs des différents pays de la région Caraïbe présentent de nombreuses similitudes et s'inscrivent davantage dans une concurrence que dans une complémentarité, et on comprend bien que cette caractéristique ne plaide pas en faveur d'une réelle coopération, intégration régionale, leur régime juridique se caractérise par une extrême diversité. La Caraïbe, ce 6e continent, apparaît comme un carrefour où se côtoient une multiplicité de statuts juridiques. L'Union européenne elle-même différencie ces territoires en 2 statuts. Les RUP, régions ultrapériphériques définies par l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin. En tant que territoire européen, les RUP sont soumises au droit européen qui prend toutefois en compte leurs spécificités. Mais on peut déjà, à ce stade de l'exposé, s'interroger sur ce concept de RUP, région ultra-périphérique, et s'interroger sur la limite. Où se situe la périphérie? Est-ce que la périphérie est dans la sphère ou à l'extérieur de la sphère? Parle-t-on de périphérique interne ou de périphérique externe? En tout cas, au-delà de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie, leur relief, leur climat, leur dépendance économique et législative, ce sont des territoires dits intégrés à l'Union européenne. 2e statut, les pays et territoires d'outre-mer. Pour la France, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, les îles de Wallis et Futuna. 19 autres PTOM font également partie de ce groupe de pays associés qui relèvent constitutionnellement du Danemark, au 1 cas, des Pays-Bas
pour 6 cas et du Royaume-Uni dans 12 cas. Dépendant des États membres de l'Union européenne, les PTOM ne font toutefois pas partie intégrante de l'Union européenne. Ce sont des territoires associés. Les territoires non européens présentent tout autant une grande diversité de régimes. C'est le cas des pays indépendants, des pays ACP, avec lesquels l'Europe entretient des relations depuis l'origine de la communauté. Par exemple, sur la période 1975-2000, les conventions de Lomé avec les pays ACP se sont fondées sur le choix d'un système préférentiel d'exportation vers l'Union européenne, avec des droits de douane réduits pour les productions agricoles brutes, bananes, sucre, riz, rhum, etc. Dans la région, ces accords ont concerné quasiment tous les États, des petites et des grandes Antilles, ainsi que Belize et la Guyane. Finalement accusés d'être en contradiction avec les directives de l'Organisation mondiale du commerce, la Convention de Lomé a laissé place depuis 2000 aux accords de Cotonou qui définissent des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP de la Caraïbe. Par ailleurs, l'Union européenne finance de nombreux projets de développement dans les secteurs aussi divers que la banane, le sucre, le rhum, le riz ou la pêche. Enfin, pour compléter cette extrême diversité, les îles Vierges américaines et Puerto Rico sont intégrées aux États-Unis d'Amérique. Cette grande diversité statutaire constitue un facteur de complexité de l'application du droit européen dans la région et ne permet pas une lisibilité de la politique de coopération régionale au sein de cet espace. Quelle est la place des régions ultrapériphériques dans cet environnement hyper fragmenté? Sommes-nous de simples vitrines de l'Europe? Dans la Caraïbe, les RUP et aussi les PTOM sont souvent perçus comme des enclaves européennes, plutôt défavorisés par rapport aux moyennes continentales de l'Europe. Ces territoires font figure d'oasis dans la Caraïbe. Rappelons par exemple que le PIB par habitant avoisine les $30,000 aux îles Caïmans, $20,000 pour Aruba et la Martinique, alors qu'il atteint péniblement $3,800 pour Sainte-Lucie ou pire, $400 pour Haïti. Et l'extrême polarisation des échanges commerciaux et des flux de transport avec la France pour les Antilles françaises, d'une part, et avec les États-Unis pour les îles Vierges américaines, d'autre part, conduisent certains observateurs à nous considérer comme de simples appendices caribéens de puissances développées. Il en ressort que l'intégration régionale ne saurait être autre que problématique. Déjà, l'extrême diversité des statuts des territoires génère une application hétérogène et disparate du droit de l'Union européenne dans la Caraïbe et impacte négativement la coopération régionale et la lisibilité de l'action de l'Europe dans la zone. Par ailleurs, et au-delà de tout discours, il apparaît objectivement que des obstacles socio-économiques limitent structurellement les échanges des RUP avec la Caraïbe. Barrières douanières et commerciales, qu'elles soient réglementaires ou pas. Différentiel de coût du travail. Spécialisation des systèmes productifs qui sont plus concurrents que complémentaires. Des barrières linguistiques, des barrières politiques, des visas. Enfin, l'accès à la représentation directe des RUP aux institutions économiques ou de coopération régionale se fait de manière homéopathique et paradoxalement toujours dans la douleur. Au moment où on parle, seule la Martinique a pu obtenir, après de longues et lentes négociations, le statut de membre associé de la CEPALC depuis 2012 et de l'OECS et de l'AEC depuis 2015. Et concernant la CARICOM, les PTOM anglais et néerlandais ont le statut d'observateur ou de membre associé
En revanche, les membres des RUP français n'en font pas encore partie. Le principe de réciprocité, que l'on peut bien comprendre, n'est pas toujours favorable aux RUP. Les différentes conventions liant l'Union européenne et les États ACP et les actes de droit primaires et dérivés relatifs au PTOM permettent à ces derniers de déroger au principe de réciprocité, notamment en matière d'échanges commerciaux. En revanche, l'intégration des RUP à l'Union européenne fragilise en quelque sorte leur position dans leurs relations avec les PTOM et les ACP voisins. Deux exemples. La circulation des personnes. Par dérogation à l'application des dispositions du traité de fonctionnement de l'Union européenne relatives aux droits d'établissement, les PTOM caribéens, notamment, peuvent adopter des réglementations favorisant l'emploi local, alors même que les RUP voisines n'ont pas la faculté d'en faire de même. Deuxième exemple, concernant la circulation des marchandises. Par dérogation au principe d'interdiction des droits de douane aux importations entre États membres de l'Union européenne et PTOM, ces derniers, les PTOM, peuvent librement percevoir des droits de douane qui répondent notamment aux nécessités de leur développement, conformément à l'article 200-3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Peut-on sortir de cette logique de vitrine pour passer à une logique de pilotage? Tel est le défi à relever. Nous n'avons pas vocation à n'être qu'une vitrine pour l'Europe, mais à devenir des acteurs majeurs. Et c'est sur ce point que je rejoins sans état d'âme Serge Letchimy, non pas d'une simple coopération régionale, mais d'une diplomatie territoriale. Ce qui suppose que la politique de l'Union européenne dans la Caraïbe change définitivement de paradigme. Parce que nos régions dites ultra-périphériques sont fortes de nombreux atouts, la biodiversité, notre position géostratégique, nos infrastructures, notre système de santé, notre patrimoine culturel et naturel, notre potentiel humain. Ces atouts, ces régions ultra-périphériques mettent l'accent dans leur stratégie de développement sur l'importance de renforcer leurs relations avec leurs voisins en favorisant une plus grande coopération économique, commerciale, territoriale et culturelle. Cependant, en l'absence de solutions adaptées et cohérentes de la part de l'Union européenne, les RUP peinent à tirer parti des opportunités d'insertion dans leurs zones géographiques respectives et de graves obstacles persistent. Il faut reconnaître que, consciente de cette réalité, l'Union européenne s'est fixée comme priorité d'améliorer l'insertion régionale des RUP dans ses stratégies successives. Il s'agit désormais de passer des déclarations d'intention à l'action. Aujourd'hui, l'Europe encourage la politique d'intégration régionale de l'ASC et de la CARICOM. La consolidation d'associations économiques ou de coopération régionale sous-tend un double enjeu. Un développement interne fondé sur des échanges et une augmentation du poids de ces ensembles dans le cadre de négociations internationales. À cet égard, des programmes de coopération Interreg ont été mis en place et soutiennent et financent de nombreux projets dans différents domaines: tourisme, exploitation des ressources halieutiques, énergie renouvelable, diffusion de l'information et du savoir, technologie de l'information et de la communication, etc. D'autre part, par rapport à la fragmentation statutaire, l'Europe se doit de proposer des solutions innovantes en matière de statut et d'outils financiers. Par exemple, entre le statut de RUP et celui de PTOM,
il existe une large marge de manœuvre qui doit permettre de proposer aux territoires des statuts à la carte, tenant compte de leurs spécificités. Et le départ de l'Angleterre dans le cadre du Brexit de l'Union européenne interroge sur les perspectives d'avenir des relations entre l'Union européenne et les PTOM relevant du Royaume-Uni. Des négociations incontournables pour l'instauration d'un nouveau régime juridique entre l'Europe et ses territoires offrent l'opportunité de reconsidérer le statut de tous les territoires. L'occasion d'une mise à plat qui doit avoir pour objectif de rendre plus pertinents et plus perfectibles les régimes juridiques pour une meilleure efficience de la diplomatie territoriale dans la Caraïbe. À cet égard, il convient de poursuivre des travaux sur l'adéquation des instruments de la politique des transports pour asseoir l'intégration régionale qui passe par une amélioration des liaisons maritimes et aériennes. De même, le concept d'autoroute de la mer n'est toujours pas adapté à la réalité de RUP, alors qu'il représente une grande et belle opportunité tant pour l'Union européenne que pour nos territoires, dont les zones économiques respectives offrent de belles perspectives de développement, notamment dans l'économie bleue. En matière de transport aérien, il convient de renforcer la libération des liaisons aériennes et au-delà d'une bonne desserte aérienne, il est primordial que soit portée une attention particulière sur les besoins d'investissement dans les infrastructures, la régularité des services offerts et les niveaux de tarification. Une meilleure transparence dans la négociation d'accords aériens internationaux, y compris bilatéraux, devient une exigence, ainsi que le souligne le Parlement européen lui-même en novembre 2016. Les RUP attirent donc l'attention sur la nécessité de prendre en compte leurs spécificités dans la législation applicable au transport aérien et maritime, sachant notamment que la gestion des droits de trafic est déterminante pour optimiser leur accessibilité, leur connectivité et donc leur insertion régionale. L'amélioration de la libre circulation des personnes et des marchandises est cruciale pour nous, région insulaire. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à reconnaître les bienfaits de la mobilité, ouverture d'esprit, apprentissage mutuel et culturel et linguistique, expérience professionnelle à l'international, qui concourent à la croissance et à une meilleure employabilité. Cette exigence passe par la mise en œuvre d'une politique de visa efficace et adaptée à la réalité de nos espaces, la mise en réseau des universités, des RUP, avec des pays tiers, aligner un volet international d'Erasmus+, sur le volet européen, en permettant aux ressortissants de nos territoires de bénéficier de l'aide financière maximale dans le cadre de la mobilité au sein du bassin Caraïbe. Un des atouts majeurs des territoires d'outre-mer pour l'Union, si on les entend dans leur ensemble, sans distinction des statuts juridiques, est qu'ils sont présents sur une grande partie de l'espace maritime mondial. Autrefois isolés, ils pourraient se transformer en avant-postes commerciaux d'une union à la conquête de nouveaux marchés, en assurant une représentation physique de celle-ci sur les mers. À l'exemple de l'ambitieux projet de cluster GATT Caraïbes. Notre éloignement par rapport à l'Union européenne, qui hier était considérée comme un handicap, comme une faiblesse, peut se transformer en définitive en force. Si jamais la stratégie d'intégration régionale visant à accorder au territoire un rôle de pilote d'une véritable diplomatie territoriale démultipliée est adoptée. En conclusion, il apparaît au terme de cet exposé que, paradoxalement, les textes européens pourraient s'avérer, je dis bien pourraient s'avérer, plus favorables à la libération des énergies. Vous voyez qu'il y a finalement des termes qui se ressemblent d'un intervenant à l'autre. À la libération des énergies des régions ultrapériphériques que la législation française de tradition jacobine, beaucoup plus hermétique au changement
et à la concertation des territoires ne permet pas. Les récentes positions de l'Union européenne en faveur d'une prise en compte systématique des RUP dans l'élaboration des politiques de coopération régionale semblent témoigner d'une prise de conscience salutaire et suscitent un réel espoir dans nos territoires. Ces déclarations d'intention doivent désormais se traduire en actions concrètes. Je vous remercie.